Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui sera aujourd'hui à Abidjan. Abidjan où se tenait récemment, vous savez bien, les assemblées générales de la BAD qui ont élu le président de la BAD, le Mauritanien Oulta, qui a rappelé la bise, élu, très bien élu. Nous allons retrouver là-bas Dr Monique Andrawaba. Elle est la vice-présidente sortante de la Commission de l'Union africaine. Elle a fait 4 ans. Elle a été ex-gouverneure de la Banque centrale pendant 11 ans et 2 fois membre du Conseil des ministres dans son pays au Rwanda, secrétaire d'achat de la planification, entre autres, une économiste brillante. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, entré là-bas pour suivre l'Assemblée générale de la BAD avec l'élection du président de la BAD. Mais vous occupez au niveau de l'Union africaine ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Dites-nous, que faire pour lancer le développement en Afrique, surtout le deuxième plan décennal, Agenda 2063? Bonjour et merci de l'invitation. Effectivement, je me trouve à Abidjan, où on assiste, on participe dans les réunions annuelles de la BAD. L'Agenda 2063, qui est notre vision pour l'Afrique, et précisément son plan décennal, son deuxième plan décennal, qui est un plan pour l'accélération de la transformation en Afrique en se basant sur l'industrialisation et effectivement notre, comme on dit, blueprint, c'est notre boussole. Vous savez que l'Afrique est vraiment riche en potentiel qui est latent encore en grande partie de toutes ces ressources, que ce soit agricoles, que ce soit naturelles, que ce soit le capital humain, que ce soit le soleil, que ce soit ses eaux et son sous-sol, mais on doit vraiment s'organiser pour que ce potentiel soit transformé en produit, en service et qui soit financé et qu'on s'implique dans la création d'emplois à partir de la transformation et de l'industrialisation. Donc, pour qu'il y ait un essor de ce développement, de ces richesses partagées, il faut précisément qu'on s'implique à valoriser tout le potentiel dans les différentes lignes de produits et en travaillant ensemble, et le secteur productif et le secteur financier et les entrepreneurs et les gouvernements et la coopération au développement pour qu'on travaille ensemble pour déclencher, résoudre tous les problèmes qui font que on ne fait pas assez de production, on n'est pas assez productif, on n'est pas assez compétitif, on ne commercialise pas assez entre nous parce que le commerce intérieur à l'Afrique est encore aux alentours de 15%. Donc, pour que vraiment on crée de la richesse à travers la transformation massive de tout ce potentiel qui existe en travaillant ensemble pour corriger toutes les imperfections et combler les fossés qui existent et canaliser la finance et interne et aussi les investissements qui vont venir de l'extérieur pour effectivement financer cette transformation. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire pour la mise en œuvre de l'Agenda 2063. L'Afrique aujourd'hui a des difficultés parce qu'elle ne commerce pas entre elles, on ne parle pas d'économie, on est toujours sur des questions politiques en laissant l'économie dehors. L'Union européenne, si elle a pu être là, c'est parce qu'elle travaille sur l'acier, ils ont commencé à travailler par cette concentrique, les États-Unis, c'est des blocs qui travaillent à travers le monde. Mais l'Afrique a des difficultés à parler économie ensemble. Disons que l'Afrique est en marche parce que nous avons déjà la ZLECAf, qui est cette zone de libre-échange entre nous, qui, par ailleurs, dans un espace de 5 ans,
a fait quand même un grand travail pour négocier ces cadres, ces protocoles. Mais effectivement, si on ne fait pas attention, on court un danger vraiment d'avoir un highway, des infrastructures qui sont là, des cadres qui sont là, mais qu'on ne sait pas encore. Si je vous donne un exemple, on a déjà un protocole qui fait comment les femmes, les jeunes vont participer dans ce commerce. Mais il faut un travail vraiment de détail, de terrain qu'il faut opérer dans l'ensemble collectivement, mais chaque pays individuellement pour effectivement faire en sorte que le secteur privé soit vraiment très engagé à tirer profit de ces mécanismes. Il y a l'information qui n'est pas nécessairement accessible. Il y a la régulation, les régulateurs qui ne travaillent pas nécessairement assez de façon intégrée pour faciliter effectivement le commerce. Il y a la production qui n'est pas assez financée. On a nos PME qui crient encore qu'ils ont des problèmes d'accès aux finances, ils ont des problèmes d'accès au marché, qu'ils ont des problèmes d'accès à la technologie, aux emballages qui répondent à, comment dire, aux normes de standardisation et de métrologie qui s'imposent. Donc, on a encore un travail à faire pour que collectivement, on essaie de résoudre ce puzzle en travaillant ensemble et on a besoin des leaders, que ce soit les institutions financières comme la BAD et autres qu'on a dans notre continent. On a l'Africa Club et autres, mais que ce soit aussi ceux qui se spécialisent dans l'octroi des services techniques, l'expertise technique dont les entreprises ont besoin. Ces différents centres de services que les entreprises doivent avoir accès pour vraiment s'acheter à moins cher toute cette expertise et toute cette information et tout le transport. On a besoin de résoudre le problème de logistique commerciale, que ce soit nos ports, que ce soit nos routes, que ce soit même le transport aérien, que ce soit même la circulation libre des biens des personnes. Parce que franchement, entre nous Africains, on se connaît très bien, on sait que ça fait encore beaucoup de problèmes de voyager de pays à pays parce qu'on va vous demander un visa alors qu'on ne le demande pas à d'autres pays étrangers. Donc tout ça, c'est un travail qu'il faut faire de façon collective pour systématiquement résoudre à tous ces problèmes tout en créant les opportunités les uns pour les autres de s'offrir les services et les produits à acheter et à vendre. Vous avez dit, la ZLECA est une formidable trouvaille pour le libre-échange entre des Africains. Mais si vous venez au Sénégal aujourd'hui, je donne un exemple, vous parlez de ZLECA, les populations ne sont pas au courant, elles ne sont pas informées, elles ne savent même pas c'est quoi dire, c'est quoi la ZLECA. Comment peut-on s'approprier d'une telle démarche alors qu'on n'est pas informé? Alors, effectivement, c'est ce que je dis. Pendant cette décennie, on veut vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle la domestication et que les structures nationales s'impliquent davantage et pas que les ministères, disons, en charge de la planification économique, mais bien d'autres ministères sectoriels. Parce que pour commercialiser, effectivement, on a besoin de produire. Pour produire, on a besoin de l'énergie, on a besoin des technologies, on a besoin des finances, on a besoin aussi pour transporter son produit des ministères qui sont en charge, disons, des transports, disons, comment dire, des migrations et tout consort. Donc, il faut qu'à l'intérieur de chaque pays, on ait vraiment des structures fortes, coordonnées, qui vont coordonner tous comment dire, les personnalités ou bien les institutions, mais aussi le secteur privé, qui soit informé
qui soient éduqués, qui soient facilités, qu'on ait des structures en place qui leur viennent en aide. Mais il faut de l'autre côté aussi que le secteur privé s'implique effectivement, qu'il cherche à avoir cet accès à l'information. On essaie d'intégrer les plateformes digitales qui puissent donner cet accès de façon simple et simplifiée. Et on a aussi à tirer profit de la transformation digitale des blockchains et autres technologies pour vraiment, disons, décentraliser l'information jusqu'au plus à l'accès direct de ces entreprises. Donc, c'est un travail vraiment à faire et il ne suffit pas qu'on ait la ZLECAf en place, il faut vraiment qu'on y travaille. Et moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a cette prise de conscience des institutions comme la BAD et autres à vraiment s'impliquer dans ce travail. Parce que sinon, on va toujours flotter et on va toujours rester sur notre potentiel qu'on ne sait pas vraiment transformer en richesse et les richesses qui soient partagées de façon inclusive. Estime que l'Union africaine devait faire plus pour davantage être connue, davantage des Africains. Son travail n'est pas très bien connu. Les gens ont l'impression que l'Union africaine, on en parle quand il y a des assemblées, quand il y a l'élection du président, mais on ne voit pas l'Union africaine réellement, concrètement sur le terrain, comme le fait l'Union européenne. Vous venez au Sénégal aujourd'hui, la Commission de l'Union européenne est là. Ils sont dans les bureaux, ils vont dans les champs, dans les campagnes, parce qu'ils portent la politique de l'Union européenne. Pourquoi l'Union africaine ne peut pas faire ce même travail? Non, je viens de quitter l'Union africaine parce que j'ai terminé mon mandat là-bas, mais j'ai quand même l'information que effectivement, il y a prise de conscience qu'il faut communiquer assez. Je vous dis, quand j'étais encore là comme vice-présidente, on a fait une campagne pour un programme phare qui est le Fonds pour la paix. C'est un exemple que je vous donne. On a rencontré le secteur privé dans toutes les 5 régions du continent et aussi dans le diaspora. Et l'information, on nous dit, mais qu'est-ce qui vous a fait que vous avez pris tout ce temps-là pour réaliser que finalement, le secteur privé est important, qu'on a besoin de travailler ensemble. Et on a déjà fait des avancées. On a, par exemple, un conseil African Business Council, qui est une plateforme de l'Union pour son secteur privé, qui est géré de façon privée. C'est la plateforme pour toutes les associations, pour toutes les chambres de commerce, pour toutes sortes d'organisations du secteur privé, mais il n'est pas encore assez connu. Et là, c'est l'effort de tout un chacun pour vraiment combler ce vide. Et c'est pourquoi les autorités nationales dans ce processus de domestication s'impliquent vraiment de façon active. Et aussi les institutions continentales, parce que ce n'est pas que... c'est qui l'Union africaine? C'est nous tous. C'est nous tous, c'est vous-même, vous faites maintenant un travail excellent comment dire, de faire connaître les programmes de notre maison qui est l'Union africaine. Donc, vraiment, on a encore du chemin à faire, mais je dois aussi avouer qu'il y a cette prise de conscience et les efforts en place, surtout avec les institutions comme le secrétariat de la ZLECAf, qui va travailler, continuer à travailler avec nos ministres, nos ministères du commerce, et nos ministères de l'industrie et autres, pour vraiment essayer d'être palpable sur terrain. On a une agence de développement, la Aouda NEPAD, et qui, pour le moment aussi, est en négociation avec les États pour ouvrir des bureaux au sein des pays. Donc, on va commencer vraiment à voir la présence de l'organisation
dans les pays. Pour ce qui est, par exemple, de la CDC, Africa CDC, on a des bureaux régionaux déjà dans un pays, dans chacune des 5 régions. Donc, c'est petit à petit qu'on va y arriver, mais dans l'entretemps, on travaille étroitement avec les organisations onusiennes. Quand j'étais encore à la commission, je co-présidais avec la vice-présidente de l'ONU, la vice ou bien le député secrétaire général, de comment on peut faire la mise en œuvre de l'agenda 2063 et des ODD de façon intégrée et commune, et qu'on doit faire un seul rapport qui va à l'ONU comme à l'UA. Donc, on avance, mais j'avoue qu'il y a encore du chemin à faire. Non, parce qu'il faut aussi que pour développer tout ça, avoir des moyens, de la richesse, créer de la richesse. Et comment l'architecture financière africaine doit jouer son rôle dans ces chaînes de valeur, dans cette création de richesse. Oh, disons que on a vraiment beaucoup de moyens sur le continent, mais il faut des stratégies pour les canaliser. Par exemple, quand on regarde la taxation et comment nos impôts contribuent dans la génération des ressources internes, on trouve qu'on est loin par rapport à ce qui se réalise dans d'autres économies. Quand on regarde les taux d'épargne et les instruments d'épargne, les fonds de pension, les institutions d'assurance et autres, on trouve qu'on pourrait faire davantage. Quand on regarde nos marchés des capitaux, qui sont capitalisés à presque 2 millions de milliards de dollars, c'est très peu. On pourrait toujours faire davantage. Mais par contre, quand on sait qu'il y a les flux illicites qui quittent notre continent de façon, je dirais, injuste, il y a beaucoup de fuites qu'on constate encore aujourd'hui. On pourrait réaliser beaucoup plus à travers des remittances de notre diaspora qui, dans certains pays, même valent plus que d'autres sources de revenus. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder à l'interne, à l'Afrique, dans chaque pays. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire marcher nos marchés des capitaux, notre secteur financier, épargner davantage et vraiment réduire le coût de la finance pour les entreprises, y inclut les PME. On a toute une charpente d'institutions, en commençant par la BAD, mais aussi d'autres institutions multilatérales que nous avons dans nos blocs régionaux, qui se spécialisent dans l'infrastructure et dans le commerce et import-export et autres. Il faut que ces institutions qui, prises l'une individuellement, ne sont pas vraiment très fortement capitalisées, mais qui peuvent collaborer pour se compléter, pour syndiquer les forces et pour appuyer le secteur privé et nos gouvernements de façon plus pratique. Et ces institutions sont clés parce que ce sont aussi des canaux pour attirer les flots d'investissement, mobiliser le capital dans les marchés internationaux parce qu'elles sont mieux cotées et on peut avoir cet accès et ces investissements qui viennent pour nous aider à la mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc, c'est toute une ingénierie qu'il faut faire et regardant d'un côté la production, mais de l'autre côté aussi la finance et c'est quoi qui manque pour faire la compétitivité et travailler pour investir dans les infrastructures et d'autres services que les entreprises doivent avoir
pour vraiment améliorer leur compétitivité. Vous avez parlé dans votre propos tout à l'heure les flux financiers illicites en Afrique qui sont énormes, qui pompent pratiquement les ressources africaines. Depuis des décennies, on en parle, mais est-ce que des mesures sont prises concrètement pour éviter justement ces flux financiers illicites qui font très mal à l'économie africaine? Oui, il y a des mesures qui sont prises, notamment, il y a toute un appui à nos États pour mieux négocier les contrats. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner. Et pas que les contrats, mais aussi l'accès à la propriété intellectuelle et le commerce de carbone et bien sûr la taxation juste. Je sais qu'il y a des efforts au sein de l'OCDE et au sein aussi de l'ONU où l'Union africaine participe et essaie, et au sein de Javan aussi, de vraiment faire le plaidoyer et pour que il y ait plus de justice dans les régimes de taxation mondiaux. Donc, il y a des efforts, mais il y a encore du travail à faire. Beaucoup de pays à travers le monde, aujourd'hui, les PME et les PMI jouent un rôle extrêmement important pour l'économie des pays. En Afrique, les PME souffrent beaucoup. La plupart d'entre elles, comme l'exemple du Sénégal, ne font pas 6 mois quand on les crée et elles meurent très vite parce qu'elles n'ont pas d'accompagnement, elles n'ont pas de financement. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Les taux d'intérêt qui sont imposés sont des fois faramineux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les PME africaines soient le moteur de développement d'Afrique? Ça c'est vrai que vraiment le taux de mortalité dans les entreprises est élevé, mais ce n'est pas que le problème africain. Mais on ne doit pas dire que comme ça arrive ailleurs, qu'on est OK. Non, il faut qu'on y fasse quelque chose. Et effectivement, beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas vraiment je dirais, de médecine miracle, cette boulette magique pour fixer le problème d'un coup, mais c'est un travail de longue haleine et qui va commencer par même le cadre des politiques et de régulation à l'intérieur d'un pays pour les PME. Cette politique, cette stratégie, qu'est-ce que ça dit? Et quelles sont les facilités? Il y a des pays où on facilite, par exemple, ces PME qui sont naissantes en leur donnant une période de grâce pour s'organiser avant qu'elles ne commencent à payer des impôts, par exemple. Et même des stimulations pour sortir de l'informel au formel. Là, c'est une chose qu'il faut faire. Mais la finance aussi, elle est encore, je dirais, chère et des fois inadaptée ou bien mal utilisée. Parce que si vous voulez utiliser la finance d'un crédit pour construire et développer votre entreprise, alors moi, je dis souvent que c'est comme on se mène au suicide. Parce que il y a une assurance, une finance qui soit appropriée à un besoin. Donc, ce n'est pas tous les besoins qu'on doit satisfaire avec un crédit, par exemple. Il faut qu'on sache comment s'organiser aussi pour développer les equity, les prises de participation. Et quand récemment, je discutais avec une amie qui me posait exactement la même question. Et quand j'ai mentionné equity, elle me dit, mais madame, vous savez, nous, quand on veut présenter nos projets aux financiers, des fois, on les nous vole. Donc, nos projets, on les vole et on reste sans rien. Donc, on a encore, parce qu'on est encore dans l'informel et on manque encore d'institutions financières qui se spécialisent dans ce genre de... On n'a pas de venture capital. Même si on en a, c'est pour les grandes entreprises, mais pas pour les petites. Il faut vraiment qu'on ait les instruments qu'il faut, les institutions qu'il faut pour aussi développer le equity et la prise de participation
pour essayer de résoudre au problème d'accès à la technologie, par exemple, et autres services financiers qui entourent une PME pour sa réussite. Donc, c'est toute une analyse qu'il faut faire dans un contexte donné, dans un secteur donné, dans un pays donné, pour que ça soit pas vraiment quelque chose de générique, mais quelque chose de spécifique et des instruments appropriés aux problèmes spécifiques. L'Afrique, ce sont ces femmes et sa jeunesse extraordinaires qui sont inventives, qui sont présents dans le monde et tout, mais qui veulent éclore, mais qui ont des difficultés justement à savoir développer des PME, des PMI, d'être accompagnés pour qu'ils puissent s'en sortir. Oh, tout à fait, tout à fait. Quand on parlait de l'architecture financière pour aider à combler ou bien à faire que la demande et l'offre des biens et des services financiers se rencontrent, il y a le rôle à faire jouer par les intermédiaires dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement. On trouve que ces mêmes intermédiaires dans l'accompagnement souffrent du manque d'accès aux ressources. Donc, vous devez faire l'accompagnement et dans l'organisation d'une entreprise, pour qu'elle fasse bien sa comptabilité, pour qu'elle ait le track record de ces informations et du chiffre d'affaires, tout ça, que ça soit documenté. À la fin, les financiers vont avoir une idée, c'est quoi que ça représente, c'est quoi le risque qui est présenté et comment gérer ce risque. Donc, ces accompagnateurs encore souffrent du manque d'appui. Donc, il faut que dans cette architecture, on part du plus grand, du plus haut au niveau continental, régional et dans un pays, mais aussi qu'on soit vraiment assez pragmatique. C'est qui opère dans cet écosystème des PME pour qu'on leur aussi apporte des solutions dont ils ont besoin pour mieux appuyer et dans la langue et dans la culture et dans le comportement, parce que tout doit s'opérer dans un contexte. Donc, des fois, on veut implanter des choses et on se dit que comme on a déjà fait une ligne de crédit à une banque telle, alors on a résolu le problème et on s'en arrête là. Non, il faut qu'on s'assure. Est-ce que de cette banque à l'entreprise qui est gérée par ce jeune ou bien cette femme, est-ce que ça marche? Est-ce que ce qu'on avait dans les concepts, c'est exactement ce qui est en train de s'opérer? Donc, des fois, on gère dans le vide ou dans le noir quand il s'agit de partir de ces banques pour descendre dans la chaîne de commande vers les bénéficiaires finaux. Donc, vraiment, il faut que toute la chaîne soit maîtrisée et que tous les besoins à chaque étape soient résolus et que par la politique d'un pays, par les interventions des différents partenaires, on ait vraiment un écosystème qui soit solide. Madame, à Abidjan, la BAD vient d'élire son nouveau président, mais ça entre dans un contexte international très troublé avec l'arrivée de Donald Trump, où les Américains ont pratiquement coupé toute l'aide internationale qui donnait l'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas se réinventer pour compter sur ses propres forces, ne plus attendre que l'extérieur vienne l'accompagner? On aura toujours besoin de partenariats, et partenariats gagnant-gagnant entre l'Afrique et les autres. Mais il faut effectivement partir de nos propres forces. Il faut qu'on génère nos propres forces d'abord, nos ressources domestiques,
Il faut que on ait des structures en place. Il faut qu'on ait une analyse forte de c'est quoi qu'on doit faire pour vraiment débloquer les situations et inviter les autres pour négocier des partenariats gagnant-gagnant parce qu'on en aura toujours besoin. On aura toujours besoin d'accès au marché, on aura toujours besoin d'investissement interne comme direct étranger, on aura toujours besoin d'échanges en technologie, on aura toujours besoin des autres. Mais il faut qu'on soit dans une position de force quand on va négocier. Gamza Baba, je rappelle que vous êtes vice-présidente sortante de la commission de l'Union africaine. Vous avez fait 4 ans là-bas, ex-vice-gouverneur de la Banque centrale dans votre pays, d'Abidjan. Nous parlions avec vous de l'Union africaine, des chaînes de valeur, et comment aujourd'hui faire pour que l'Afrique soit beaucoup plus présente avec ses atouts et ses forces, et comment développer les PME et les PME africaines pour que l'économie africaine serve aux Africains. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.